Donc notre prochain conférencier est Patrick Pazin. Pour vous présenter donc brièvement, vous êtes éditeur et réalisateur de documentaires. Vous êtes également le créateur de la plateforme de télévision Novimondi, proposant des contenus traitant de santé, bien-être, d'art et de culture et de spiritualité. Vous êtes analyste en relations internationales et c'est à ce titre que vous avez été donc souvent invité dans des émissions consacrées à des sujets de géopolitique. En tant qu'auteur ou co-auteur, donc citons quelques-uns de vos ouvrages. L'arme environnementale, opération et programme secret des militaires, paru en juin 2019. L'arme climatique, la manipulation du climat par les militaires, paru en septembre 2017. Et plus près de nous, guerre en Ukraine, la responsabilité criminelle de l'Occident, nos options pour stopper la crise, qui fait écho à la conférence de notre camarade Nicolas Taki. Et sur ce sujet, puisque notre colloque traite de souveraineté, il est à signaler que vous avez déposé plainte contre l'ex-secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, car selon vous, donc, cet homme avait le pouvoir d'empêcher la guerre en Ukraine, mais finalement il l'a précipitée à cause de ses mensonges. À l'heure actuelle où l'équilibre géopolitique du monde est en plein bouleversement, où l'on voit émerger donc les bases d'un monde nouveau multipolaire, vous allez nous démontrer en quoi ce monde multipolaire exige de nos sociétés l'établissement urgent d'une souveraineté pleine et entière. Je vous laisse la parole. Merci Jean-Baptiste. Évidemment, merci à Place d'Armes pour l'invitation. Merci pour votre présence, surtout un samedi matin où il fait beau. Cela dit, c'est vraiment un très beau lieu. Alors, très rapidement, oui, la plainte contre Stoltenberg, donc ex-secrétaire général de l'OTAN, c'était parce qu'en fait, quand on regarde quand on analyse la situation de la guerre en Ukraine, on constate quoi? On constate en fait que 10 jours avant le lancement de l'opération militaire spéciale par la Russie, il n'y avait quasiment aucun bombardement contre les populations civiles du Donbass, donc les deux républiques séparatistes autoproclamées de Lugansk et de Donetsk, puisque le rapport de l'OSCE, par exemple, du lundi 15 février, annonce juste 46 violations sur l'ensemble du front, ce qui est rien du tout par rapport à l'année précédente. Sauf que donc le lundi, il y a 46 violations, mais le vendredi, il y en a 2000. Et quand on lit les rapports de l'OSCE, donc ce sont des bombardements à l'arme lourde contre les populations civiles du Donbass, principalement à Donetsk. Et évidemment, c'est interdit, enfin, je veux dire, par tout le droit international. Alors quand je dis tout le droit international, c'est-à-dire d'abord les accords de Minsk, dont je rappelle que la France était garante, ensuite des conventions de Genève. Nous n'avons pas le droit personne n'a le droit de bombarder des populations civiles. Et puis un volet du droit international qui est beaucoup moins connu, qui a été adopté à l'unanimité au sommet mondial de 2005, donc dans le cadre des Nations Unies, qui s'appelle le R2P, le Right to Protect, donc le devoir de protéger. Ce R2P comprend 178 articles, dont les articles 138 et 139, qui prévoient que alors le 138, c'est quand un gouvernement n'a pas le droit de bombarder ses populations, c'est interdit. Et le 139, c'est quand un gouvernement bombarde ses populations, c'est la communauté internationale doit intervenir. Donc là, sur le plan du droit, il est délicat de savoir si c'est le 138 ou le 139 qui s'applique. Pour une raison très simple, c'est que est-ce que les populations du Donbass font encore partie de l'Ukraine au moment où elles sont bombardées par les forces ukrainiennes? Alors, juste pour terminer donc très rapidement, c'est que le vendredi, comme je le disais, il y avait encore 2000 bombardements contre les populations civiles. Et d'ailleurs, je suis concerné parce qu'une de mes auteurs s'appelle Faina Savankova. À l'époque, elle avait 16 ans. Enfin, elle avait plutôt 15 ans d'ailleurs. Et elle habite Lugansk. Et elle fait partie d'ailleurs d'un site horrible qui est géré par les services d'enseignement ukrainiens, qui s'appelle Mirodvorets, dont certains peut-être de vous ont déjà entendu parler.
Donc ce site, qui est, comme je le dis, géré par les services de renseignement ukrainiens, a pour fonction de montrer tous les ennemis de l'Ukraine à abattre. Donc dessus, on retrouve d'ailleurs des personnes comme Ségolène Royal, François Asselineau, enfin tout journaliste français ou politicien français qui aurait simplement évoqué que peut-être il faut écouter les arguments de la Russie, se retrouve sur ce site. Et donc mon auteur Faina s'y est retrouvée parce qu'elle avait simplement participé à un concours de littérature russe. Donc ça mérite effectivement d'être sur la liste des gens, des cibles à abattre en Ukraine. Et d'ailleurs, il y avait toutes ses coordonnées, son adresse. Et d'ailleurs, elle a écrit à l'UNICEF, à l'ONU, etc., etc. Ça n'a servi strictement à rien. À l'époque, il y avait même une... ça prêterait presque à sourire si ça n'était pas... Quand on sait ce qu'il était devenu de l'Ukraine ensuite, il y avait une déléguée aux droits de l'homme en Ukraine. Elle a écrit à cette déléguée pour qu'elle soit retirée de ce site. Et ça a été sans effet. Et donc déjà sous l'administration du président Zelensky. Alors juste pour terminer rapidement, parce qu'il y a des choses plus intéressantes qui nous attendent. Donc en fait, dans le texte de la plainte, je montre en fait que aussi étonnant que cela puisse paraître quand on écoute les médias occidentaux, le droit international est du côté de la Russie, pour la raison suivante, c'est que si vous regardez tous les traités qui ont été signés, ils font tous appel à ils renvoient tous à l'article 51 de la Charte des Nations Unies. Et cet article, vous le connaissez pour la plupart d'entre vous, en fait, l'article 51 dispose que tout pays a droit à la légitime défense. Sauf que quand un État comme l'Ukraine, dont les forces armées bombardent illégalement les populations civiles pendant des jours et des jours, indiscutablement, ils ont perdu le droit à la légitime défense et donc au bénéfice de l'article 51 de la Charte des Nations Unies. De toute façon, cet article 51 est vraiment limpide. Enfin, je veux dire, quand on le regarde... d'ailleurs, je conseille à ceux d'entre nous qui ne l'ont pas encore fait de lire la Charte des Nations Unies. Au moins les premiers articles, c'est vraiment très intéressant et ça permet de comprendre. Tout à l'heure, Nicolas Taki nous parlait du monde selon des règles. Eh bien, regardons le monde déjà selon le droit. Lisons les premiers articles de la Charte des Nations Unies. Nous verrons que c'est vraiment très intéressant et que, justement, c'est même une question de souveraineté personnelle, puisque maintenant, enchaînons sur cette question de la souveraineté. Alors, personnellement, je ne suis pas très fan du mot de souveraineté quand la souveraineté individuelle. Parce que d'abord, il n'y a pas d'individu qui existe seul. Nous faisons tous partie d'une communauté ou de communautés au sens le plus large possible. Et faire partie d'une communauté, ça implique des droits et des devoirs, donc en fait ce qui s'appelle le contrat social. Bon. Mais néanmoins, je trouve que le concept est intéressant. Et donc nous allons l'utiliser. Et alors notamment contre les... Je considère qu'en fait, pour être d'abord souverain, encore faut-il être informé. Et puisque nous sommes à Place d'Armes, je suis très étonné du niveau d'information des plus hautes instances militaires françaises, puisque sur des plateaux de télévision, nous avons pu entendre c'est pas la peine de citer leurs noms, mais des anciens hauts gradés, enfin des généraux, hein, en fait, je ne veux parler que de gens qui ont le grade de général, nous expliquer qu'en fait, si la Seconde Guerre mondiale s'est arrêtée, c'est parce que les Américains ont fait Hiroshima et Nagasaki, ce qui est absolument faux. Même Wikipédia reconnaît aujourd'hui que en fait, ce qui a arrêté la Seconde Guerre mondiale, c'est la déclaration de guerre de la Russie au Japon le 8 août. Et puis, dès le 9 août, ils avaient déjà réduit quasiment à néant le Manchukuo, qui était l'état fantoche du Japon sur le territoire, au nord de la Chine. Et donc, ce général nous explique un crime contre l'humanité, parce que c'est un crime contre l'humanité de bombarder des civils sans défense. En plus, il se trouve qu'il y a très longtemps, en 83, je suis allé à Hiroshima, parce qu'en fait, j'étais stagiaire au Japon pendant un certain temps, donc je suis allé voir Hiroshima. Et d'ailleurs, je m'étais posé la question si 38 ans après, il y avait encore des risques de radiation. Et
quand on regarde d'ailleurs, quand on étudie ce que les historiens ou les survivants ont dit, en fait, à Tokyo, personne n'avait eu l'information de ce qui s'était passé 3 jours plus tôt. Alors c'est tout à fait compréhensible puisque Hiroshima, si vous connaissez la carte du Japon, Hiroshima est au sud de Honshu, qui est la principale île du Japon, et qui est à 900 km de Tokyo. Et même aujourd'hui, en voiture, c'est à peu près 4 jours de route pour faire Hiroshima à Tokyo. Et donc le même général, sur ce plateau de télévision, explique que Poutine peut possiblement, alors il a dit possible, pas probable, envoyer une bombe nucléaire tactique, dit-il, pour détruire les forces armées ukrainiennes, et ça réglerait la question. Il ajoute même qu'il pourrait détruire une ville de 10 000, 15 000 ou 20 000 habitants. Quelle méconnaissance d'abord de la doctrine nucléaire de la Russie à l'époque. Alors elle a un peu évolué depuis, mais surtout jamais Vladimir Poutine effectivement ne réduirait à néant une ville de 10, 15 000 ou 20 000 habitants. Et en plus, on ne voit pas ce qu'il pourrait en tirer, mais on voit ce qu'il pourrait perdre avec ça, parce que déjà, il rentrerait dans l'histoire comme celui qui aurait anéanti des civils. Mais bon, finalement, celui-là n'était pas le pire, donc enchaînons vite, parce qu'effectivement, on a un temps court. Récemment, alors plutôt l'année dernière, la plainte que j'ai déposée contre Stoltenberg m'a permis d'écrire au général Burkhardt, quand il était encore chef d'état-major des armées, pour lui expliquer que, donc ce que je vous ai résumé en début, donc lui, il y a eu droit en 7 pages, que en fait, la souveraineté en matière militaire n'est pas si évidente que ça, puisque je rappelle qu'il y a l'article du Code de la Défense L4122.1 qui prévoit que les militaires ne peuvent pas accomplir des actes, même si on leur donne l'ordre, ne peuvent pas accomplir des actes dans lesquels ils violeraient, entre autres, l'ordre international, enfin les traités internationaux, c'est exactement ce qui est écrit. Or, je lui explique pourquoi les Ukrainiens ont perdu le bénéfice de l'article 51, donc du droit à la légitime défense. Donc, que d'envoyer des soldats français mourir en Ukraine, c'est illégal. Et qu'en plus, dans ce cas-là, ils tombent sous le code pénal, l'article 411.2 du code pénal qui est terrible, parce qu'il concerne le fait de mettre à disposition d'un État ou de puissance étrangère ou d'agents étrangers des forces armées françaises. Et ça, c'est puni par la perpétuité et 750 000 € d'amende. Donc je lui rappelle qu'il a le devoir, avant d'envoyer des soldats français mourir en Ukraine, que sa responsabilité pourrait être engagée si des cercueils reviennent, et que les familles pourraient effectivement considérer que finalement la France n'a aucun mandat de quiconque, et certainement pas du Conseil de sécurité des Nations Unies, pour envoyer des soldats là-bas. Parce que là aussi, la Charte des Nations Unies est très claire, on ne peut pas envoyer de son propre chef des militaires, des bataillons, etc., combattre dans les autres pays sans mandat. D'ailleurs, je rappelle que c'est ce qu'ont fait les États-Unis en 2003, quand ils ont envahi l'Irak. Alors il y en a qui parlent encore de l'invasion, de la guerre du Golfe numéro 2. Non, c'était une invasion, puisque sans mandat et sans justification. Enfin, on a vu, mais bon, je passe. Et alors, donc, donc j'en reste sur la question de la souveraineté, donc du niveau d'information des plus hautes instances militaires françaises. Puisque Thierry Burkhardt, au mois de juin de cette année, donc avant de quitter ses fonctions, je l'ai vu, il a fait une déclaration devant l'Assemblée nationale sur la guerre qui s'est déroulée entre l'Iran et Israël. Et de nouveau, j'ai été très étonné par ce qu'il a dit. Il a dit en fait que l'armée russe était tellement démunie qu'ils n'avaient pas pu aider leur allié iranien. Et c'était la preuve que, franchement, finalement, il suffisait d'envoyer quoi, 3 bataillons français, et puis ça y est, la guerre en Ukraine était terminée. Donc pourquoi c'est mensonger? Alors là, après, je me pose la question, pour quelle raison? C'est-à-dire, est-ce qu'on a affaire à des gens qui sont vraiment désinformés et donc incompétents?
mais je ne peux pas croire que chef d'état-major des armées ait une compréhension aussi réduite de ce qui se passe dans le monde. Ou est-ce simplement de la malhonnêteté et en fait de la promotion d'un agenda qui est celui de l'OTAN Bon, si vous me demandez mon avis, je pense que c'est plutôt cette version-là, parce que je pense encore que le renseignement français est tout à fait à même d'analyser les situations, particulièrement en Ukraine, puisque ça fait un moment que ça dure. Effectivement, je ne reviens pas sur ce qu'a dit Nicolas, mais ça fait plus d'une décennie et en fait ça fait même 2 décennies, et puis en fait ça fait même plus, parce qu'en fait la CIA était présente déjà dans les années 50 en Ukraine. Ils avaient des programmes de déstabilisation, mais donc ça fait très longtemps. Et donc je suis très étonné qu'un chef d'état-major puisse mentir aussi autant. Alors pourquoi je considère que sur la guerre entre Israël et l'Iran c'est un mensonge? Parce que d'abord à ce moment-là, donc au mois de juin de cette année, l'Iran et la Russie n'avaient pas encore signé leurs principaux accords, notamment d'assistance militaire. Qu'ensuite ce que l'on constate, c'est que en général, du côté de ce monde-là, ils commencent déjà par régler leurs problèmes individuellement. C'est-à-dire qu'en fait, les Iraniens, à mon avis, par rapport à tout ce que j'ai lu, parce que je m'intéresse aussi je lis ce qu'écrivent les agences de presse iraniennes, syriennes, etc., etc. Manifestement, ils n'ont pas demandé l'intervention de la Russie, qui de toute façon n'aurait pas pu le faire non plus, puisque le traité d'assistance n'avait pas été signé. Ça a été fait depuis cet été. Et je ne sais pas si vous avez vu, il y a une action majeure qui a été menée cette semaine au Conseil de sécurité de l'ONU, où l'Iran, avec l'appui de la Chine et de la Russie, a déclaré que le JCPOA, donc vous savez, le traité sur leur recherche nucléaire, était désormais caduque. Il considérait qu'il n'avait plus aucune obligation vis-à-vis de qui que ce soit, notamment l'agence atomique, l'agence internationale atomique, et vis-à-vis des pays garants qui étaient, entre autres, qui étaient notre pays. Donc, maintenant, ils sont libres, et je le redis, ils ont fait cette déclaration au Conseil de sécurité des Nations Unies avec la Chine et la Russie. Donc, quand j'entends au mois de juin le général Burkhardt, chef d'état-major des armées, expliquer que l'armée russe est tellement démunie qu'elle n'a même pas aidé son allié iranien, voilà. Alors, en même temps, on va passer au successeur. Je ne sais pas si vous avez vu, il vient de déclarer qu'il faut que la France se prépare à une guerre contre la Russie d'ici 3-4 ans. Et, je veux dire, alors, je suis filmé, puis c'est pas mon genre, mais je me suis demandé s'il était assez épais pour le costume qu'il est en train de porter. Parce que vouloir faire une guerre contre la Russie d'ici 3-4 ans, je ne sais pas d'où il vient. Enfin, si, nous savons qu'il vient du cabinet, puisqu'il était conseiller privé de l'Élysée. Mais je suis très étonné que le chef d'état-major de l'armée française puisse tenir de tels propos. D'autant plus qu'il avait été précédé par le général Pierre Schill, je ne sais pas si vous avez entendu sur RTL, qui nous a expliqué que la plus grande menace en Europe, c'est la Russie. Alors, je rappelle quand même que la Russie, la population fait à peu près 150 millions d'habitants. D'ailleurs, c'est une population qui est en diminution, comme beaucoup d'autres pays dans le monde d'ailleurs. La Chine, l'année dernière, la Chine a perdu 2 millions d'habitants, parce que oui, la politique de l'enfant unique finit un jour par payer par donner des résultats pareils. Et d'ailleurs, la population de plus de 60 ans est passée de 12 ou 13% à plus de 17%. Et d'ailleurs, on peut s'attendre à ce que la Chine, d'ici une vingtaine d'années, retombe... alors, les analyses les plus alarmistes parlent d'une population de 700 millions d'habitants. C'est-à-dire qu'en fait, la Chine passerait de 1,2 milliard, 1,3 milliard à 700 millions d'habitants, ce qui n'est pas sans conséquence notamment sur le plan militaire. Alors, donc Pierre Schill nous explique que la plus grande menace en Europe, c'est la Russie. C'est le mot qu'il a employé. La plus grande menace en Europe, c'est la Russie.
Et donc, alors il n'explique pas pourquoi, mais il ajoute que, évidemment, l'autre grande menace pour la France, alors je m'excuse pour le général qui va faire l'intervention à 14h sur les menaces contre... voilà, Henri Héroult, excusez-moi, je pensais à autre chose en même temps. Donc, désolé pour le général Henri Héroult si je mords un peu sur son sujet. Donc, en fait, pour lui, l'Iran est une menace pour la France. Alors, on ne voit pas comment, enfin, moi, je ne vois pas comment, sauf qu'il est vrai que... alors, je préférais parler d'ailleurs de risque plutôt que de menace. En fait... Oui, les Iraniens disposent d'une arme nucléaire sans équivalent. En fait, c'est la fermeture du détroit d'Ormuz. Je ne sais pas si vous le savez, il leur suffit de bloquer le détroit d'Ormuz, qui n'est pas très large, hein, qui fait une petite quarantaine de kilomètres, pour que 30% des hydrocarbures de la planète s'arrêtent de circuler. Alors 30% des hydrocarbures de la planète, évidemment ça porterait le baril à... Alors les évaluations minimales parlent de $500 le baril. Et alors pourquoi je dis que c'est une arme nucléaire ? C'est une arme nucléaire qui ne ferait pas de mort directe, comme peut le faire une arme nucléaire. En revanche, ça assommerait définitivement la finance anglo-saxonne. Pourquoi ? Je suppose que vous avez déjà entendu parler des produits dérivés. Or, les produits dérivés, en fait, c'est la façon dont la finance anglo-saxonne, mais également les banques françaises y participent. On estime qu'il y a, prenons n'importe quel chiffre de 1 à 9, ajoutons 17 zéros derrière, c'est le nombre, c'est la valeur des produits dérivés en circulation dans le monde. Or, j'ai dit 17 zéros. Je rappelle que pour 1 milliard, c'est seulement 9 zéros derrière. Donc vous imaginez en nombre de grains de sable, je ne sais pas combien de plages ça couvrirait. Mais si jamais l'essentiel des produits dérivés se fait sont à base de produits pétroliers, donc si effectivement les Iraniens avaient décidé de fermer le détroit d'Ormuz, oui, toute la finance anglo-saxonne serait tombée. D'ailleurs, ce que l'on peut constater, c'est que les 2 fois où les États-Unis sont intervenus militairement contre l'Iran, la première fois avec l'assassinat du général Soleimani en Irak. Donc ça, c'est évidemment, même si ça n'est pas sur le sol iranien, c'est un acte de guerre. Je rappelle que les Iraniens ont bombardé 2 bases militaires américaines en Irak. Ils avaient prévenu par le consulat suisse de ce qui allait se produire, de façon à ce que les Américains puissent prendre leurs dispositions. Ils l'ont su à peu près 2 heures avant. Mais ce que nous savons aussi, c'est que plus d'une centaine de militaires américains ont dû être envoyés dans les hôpitaux en Allemagne, il me semble notamment sur la base de Ramstein, pour des chocs. Et nous l'avons vu, il n'y a pas eu de représailles des États-Unis contre l'Iran. Et même au mois de juin, je ne sais pas si donc vous avez vu ce qui s'est passé. Franchement, tout le monde sait que les Iraniens ont eu largement le temps d'enlever tout ce qui était matière nucléaire des 3 sites qui allaient être bombardés. Ils ont d'ailleurs, en représailles, ils ont bombardé de nouveau la base d'El Udeid, qui est la principale base du Moyen-Orient, qui est au Qatar. Donc ils avaient prévenu les Qataris, ils avaient prévenu les Américains, etc. etc. Et donc ils ont bombardé la base d'El Udeid, et de nouveau, les Américains n'ont pas mené de représailles, parce qu'ils savent très bien que s'ils vont trop loin, donc il y a effectivement toute la partie spectacle, même si derrière, malheureusement, ça produit des morts. Mais derrière cette partie on va dire de kabuki, donc de théâtre japonais, de faux semblants, on voit bien que les États-Unis ne peuvent pas vraiment attaquer l'Iran.
parce qu'aujourd'hui, l'Iran a une capacité de résistance. On l'a vu hein, sur ce qui s'est passé contre Israël. D'ailleurs, j'avais été invité plusieurs fois au mois de mai ou au mois de juin sur des émissions comme Géopolitique profonde, où j'avais dit que si Israël attaque l'Iran, ils seront ratatinés, enfin ils seront aplatis par leur programme de missiles. Bon. Alors, maintenant, revenons à la souveraineté. Donc, nous pourrions avoir l'impression que notre pays est souverain. Mais je pense que parmi vous, il n'y a pas grand monde qui croit à cette fable. Parce que souverain, ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que, par exemple, nous pouvons passer des alliances avec la Russie, avec la Chine, avec l'Iran, avec l'Indonésie, enfin, et pourquoi pas la Corée du Nord. Bien, tout le monde ici sait très bien que ça, c'est impossible, qu'il est aujourd'hui impossible de passer le moindre accord avec la Russie, et que, alors qu'en fait, nous en avons besoin. Et puis, de même, vous avez vu donc récemment, le porte-avions, le Charles de Gaulle, a eu quelques soucis au large des Philippines, en mer de Chine. Moi, je me demande pourquoi le Charles de Gaulle, ce qu'il va faire là-bas. Parce que, ou alors est-ce à dire qu'on veut nous entraîner dans une guerre contre la Chine? Oui, bah, évidemment. Évidemment, les États-Unis, alors État profond, ou pas État profond, peu importe, enfin, en tout cas les États-Unis et leurs alliés, dont l'Angleterre, oui, préparent une guerre contre la Chine. D'ailleurs, la guerre en Ukraine en fait partie. Mais maintenant, soyons lucides. Qu'est-ce que la France a à gagner d'une guerre contre la Chine? À quel titre pouvons-nous y participer? Parce qu'en plus, si nous envoyons le Charles de Gaulle, on lui donne 12 heures de survie, 24 heures de survie? Parce qu'en plus, on peut s'attendre, et ça, je ne pensais pas que les stratèges américains qui ont prouvé leur puissance au XXe siècle tomberait aussi bas, parce qu'il ne faut pas oublier quand même que la Chine et la Russie sont, avant, disons, il y a encore, il n'y a pas si longtemps, étaient des ennemis héréditaires. Et d'ailleurs, tout à l'heure, on a parlé ce qui était un problème, mais ce qui ne l'est plus. Et d'ailleurs, j'ai vu que sur ce plan-là, la guerre en Ukraine coûte cher à la Russie. En fait, oui, l'extrême-orient russe, il y a beaucoup de terres et peu d'habitants, et en dessous, il y a beaucoup d'habitants et peu de terres, c'est-à-dire la Chine. Et donc, la Russie vient de passer des accords avec la Chine pour donner des visas très simplement, pour que des Chinois puissent venir s'installer. Donc, quelle sera la situation d'ici 2 générations? Est-ce que l'extrême-orient russe sera encore russe? Bon, ça, nous verrons bien d'ici là. Nous aurons d'autres centres de préoccupation. Mais ce que je disais, c'est que les stratèges américains ont réussi quand même un exploit, c'est de rassembler des ennemis héréditaires comme la Russie et l'Iran d'un côté, comme la Russie et la Chine d'un autre côté. Et quand on voit ce qui se passe justement de ce côté du mur qu'on ne veut pas nous montrer, eh bien, on peut commencer sincèrement à se poser la question, justement, est-ce que l'herbe de ce côté-là n'est pas un peu plus verte? Alors, évidemment, on le voit bien, depuis l'explosion de Nord Stream 2 par des touristes ukrainiens, bien sûr, on a vu quel est le prix de l'énergie dans l'Union européenne. En plus, ça nous a permis de voir comment nous sommes souverains, puisque c'est le thème de notre colloque, puisque nous avons une production électrique qui nous permettrait d'être autosuffisants, sauf que, en fait, sous le poids des Allemands, nous avons dû nous aligner sur la grille tarifaire décidée par la Commission européenne, et ce qui fait que notre souveraineté économique en a pris un coup. Et d'ailleurs, on peut comprendre que les Allemands soient très attentifs à notre politique tarifaire en matière de coûts d'électricité, de prix de l'électricité, parce que sinon, les usines de la Ruhr seraient venues depuis longtemps de ce côté du Rhin,
puisque avec notre énergie nucléaire, nous sommes imbattables en fait en matière de coûts de fabrication, de coûts de production de l'électricité. Et d'ailleurs, j'ajoute, toujours sur ces questions de souveraineté, c'est très intéressant, j'ai vu que TF1 vient de diffuser un petit reportage de quelques minutes sur un village qui a une rivière, qui avait un ancien moulin et qui a décidé de transformer le moulin en centrale hydroélectrique. Alors, l'investissement était de l'ordre de 85 000 € et aujourd'hui, l'économie annuelle est de 73 000 €. C'est-à-dire qu'en 15 mois, ils ont rentabilisé leur investissement. Donc ça veut dire que la municipalité ne paye plus de facture EDF, enfin EDF et consorts. Alors on peut dire, ben oui, on pourrait faire ça en France, il y a beaucoup de rivières, de fleuves. En fait, nous avons un vrai potentiel hydroélectrique. Oui, c'est vrai. Sauf qu'il y a juste un détail, c'est que pourquoi EDF ne le développe plus depuis au moins une dizaine d'années? Parce qu'il y a une menace. Et la menace, et je n'emploie pas le risque, là il y a une menace, enfin j'emploie pas le mot risque, j'emploie le mot menace, c'est la Commission européenne qui a déjà fait pression, mais pour l'instant ils n'ont pas encore remporté le marché. En fait, c'est la privatisation de tout notre système hydroélectrique. Alors, on peut parler de souveraineté, mais effectivement, quand si nous perdons notre capacité à produire de l'énergie, on le voit bien, la situation économique ne s'améliore pas. Et oui, parce que comme Jean-Baptiste l'a dit, je suis entre autres éditeur, et j'ai vu mon imprimeur français a vu sa facture d'électricité multipliée par 3, tout d'un coup. Donc, merci à la Commission européenne. Alors, très rapidement, puisqu'il ne reste pas beaucoup de temps, je disais que l'herbe est peut-être plus verte de l'autre côté du mur qu'on veut nous imposer. Alors, j'ai fait une courte animation. Aujourd'hui, les marchandises, quand elles partent de Chine, comme vous le savez, pour rejoindre l'Europe, elles traversent le détroit de Malacca. Donc le détroit de Malacca, je ne sais pas si vous voyez la souris. Alors, hop, il faut que je l'arrête. Schlack. Le détroit de Malacca, c'est là. C'est entre l'Indonésie et la Malaisie. Le détroit de Malacca fait à peu près 930 km de long. Et l'endroit le plus étroit fait 3 km de large. Or, c'est un problème pour la Chine parce que, de même que les Iraniens peuvent bloquer le détroit d'Ormuz, les marines américaines, enfin anglo-saxonnes au sens large, pourraient tout à fait bloquer le détroit de Malacca, ce qui interdirait à la Chine de livrer par bateau, vous voyez, toute cette partie du monde, parce que là, le point rouge va jusqu'en Angleterre, mais au passage, ça irrigue l'Afrique, toute l'Afrique. Enfin, parce que d'ailleurs on n'en parle pas, mais ce que la Chine est en train de faire, malheureusement, des décennies de colonisation européenne ne l'ont pas fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils sont en train il y a plus d'une quarantaine de ports africains qui sont en train d'être modernisés, qui seront des nœuds essentiels, et pas uniquement pour charger des minerais sur des bateaux, puisqu'en fait, aujourd'hui, la principale fonctionnalité des ports africains, c'était ça. C'était exporter les matières premières dont l'Occident a besoin, accessoirement leur livrer un peu de blé par les mêmes ports. Mais ce que sont en train de faire les Chinois, ce sont de moderniser ces ports, d'en faire de vrais nœuds d'échange. Et ils sont en train là, quand on regarde les programmes de construction de voies ferrées en Afrique, d'ailleurs, on pourrait se poser la question, enfin, la réponse va être rapide, combien de kilomètres de voies ferrées ou de ponts les États-Unis ont-ils construit dans les pays du Sud, ou du Sud global, expression qu'on trouve aujourd'hui? Eh bien oui, 0.
Il n'y a aucune voie ferrée construite en Afrique, aucune voie ferrée construite nulle part ailleurs. Ils ne savent plus fabriquer des ponts. Enfin, de toute façon, pour ceux qui ont l'habitude d'aller aux États-Unis, les infrastructures ne sont pas leur point fort. Alors, je ne parle pas de l'armement, hein, je parle de tout ce qui est infrastructure civile, ponts, routes, etc. Ça devient une catastrophe. Et alors donc, là, l'animation était plus rapide que moi. Donc, hop, pour aller du point rouge en Chine au point rouge en Angleterre, il faut à peu près 40 jours de mer, en affrontant notamment les pirates dans le détroit de Malacca. Alors, d'ailleurs, on pourrait se demander, mais c'est une question, par qui sont financés ces pirates ou soutenus? Comment se fait-il qu'il y ait encore des pirates dans un endroit, dans une artère aussi stratégique? En plus, il faut traverser l'océan Indien, qui n'est pas une zone, qui n'est pas un long fleuve tranquille. En revanche, la mer Rouge l'est un peu plus. Sauf que, et d'ailleurs, j'en profite pour dire que je salue la décision manifestement de l'armée française et pas des politiques français de ne pas avoir participé au bombardement contre le Yémen, quand le Yémen a décidé de mener une action contre Israël par rapport à ses actions de génocide, comme le reconnaît l'ONU et de plus en plus de pays à Gaza. Donc les Anglais et les Américains ont bombardé le Yémen pour empêcher le Yémen d'envoyer des missiles sur Israël. La France n'a pas participé à cette opération, l'armée française n'y a pas participé, et j'ai lu que c'était les militaires français qui avaient refusé. Donc, on n'avait rien à gagner. Oui, vraiment. Parce que chaque fois que nous refusons de participer à une guerre, ça nous fait grandir. D'ailleurs, je fais juste une parenthèse. Tout le monde dit, oui, la France n'a pas participé à l'invasion en Ukraine de 2003. Tout le monde se souvient du discours de Villepin aux Nations Unies, etc., brillant, voilà. J'ai dit l'Iran ? Merci de me corriger, donc l'Irak. Et donc, nous disons que la France n'a pas participé. Alors, ce n'est pas tout à fait exact, puisque nous avons dû payer une obole d'1 milliard. C'est-à-dire qu'en fait, les Américains ont fait tellement pression sur la France, et donc sur Chirac, que en fait, nous avons quand même participé à la guerre en Irak, puisque nous avons versé plus d'un milliard aux Américains. Bon, de toute façon, nous savons très bien qui est souverain et qui ne l'est pas, puisque quand BNP Paribas reçoit une amende de 8 milliards de dollars pour avoir fait des opérations en Iran, je ne pense pas que ce soit un acte de souveraineté, d'autant plus que le président de l'époque, François Hollande, avait dit « Ah oui, mais non, c'est pas bien ». Et puis voilà, BNP Paribas a payé 8 milliards et les affaires ont continué. Alors, au mois de septembre, donc de cette année, il s'est passé quelque chose de... C'était la première fois que ça se produisait. Donc ça, c'est le point bleu, enfin le trait bleu. Hop, là j'ai accéléré parce que je savais déjà que nous aurions un temps très court. Alors... Pardon, je vais un petit peu en arrière. Voilà. Donc, le point bleu, donc au mois de septembre, est parti du port de Ningbo Zhoushan. C'est un des principaux ports. Enfin, juste pour, c'est le nord du. Ceux qui connaissent un peu la géographie de la Chine, c'est le nord du Zhejiang. En fait, c'est la baie de Guangzhou. En fait, c'est juste en face de Shanghai. Donc, c'est un des ports les plus importants de Chine. Donc, est parti de ce port le 22 septembre. Un bateau à destination de l'Angleterre et qui a emprunté pour la première fois la route du Nord. Donc, il est passé entre la Corée et le Japon. Et puis, il a contourné le Kamchatka, etc. Puis, voilà. Et donc, il est arrivé en Angleterre. L'intérêt, c'est que la route rouge met à peu près 40 jours. La route bleue met 20 jours. Moitié moins. Et en plus, c'est une mer qui est... Enfin, je veux dire, d'abord, il n'y a pas de pirates. Et ensuite, c'est une mer qui est plus tranquille. Donc, 20 jours au lieu de 40 jours,
ça fait réfléchir justement sur comment cela peut transformer le monde. Et alors, j'accélère. Voilà. Le tracé orange, je ne sais pas si vous le connaissez, c'est le corridor international nord-sud, de transport nord-sud, donc qui part de l'Inde, qui arrive à Chabar, c'est un port iranien qui est de l'autre côté du détroit d'Ormuz, donc qui donne sur l'océan Indien, c'est-à-dire que si les Iraniens bloquaient le détroit d'Ormuz, Chabar continuerait de fonctionner. D'ailleurs, excusez-moi, ils ont anticipé les choses puisque est-ce que là vous voyez la souris? Oui. Donc de cette partie-là jusqu'au port de Chabar, qui se trouve là, donc de l'autre côté du détroit d'Ormuz sur l'océan Indien, ils ont construit un énorme oléoduc, ce qui fait qu'ils pourraient très bien bloquer le détroit d'Ormuz, mais continuer d'approvisionner leurs clients, comme la Chine. Nous, ça m'étonnerait. Et donc, en fait, cette partie du monde est en train de s'organiser pour se passer de nous. Économiquement, et alors, oui, tout à l'heure, j'ai dit que les stratèges américains avaient réussi quand même le coup extraordinaire de rassembler la Chine, la Russie et l'Iran. Maintenant, il y a même l'Inde qui les rejoint. Ça, le coût des droits de douane... je ne suis pas sûr que c'était le meilleur coup géostratégique que les États-Unis ont fait ces dernières années. Et au point d'ailleurs que, comme vous le savez, il y a des litiges frontaliers non négligeables entre la Chine et l'Inde, et que sous la médiation de la Russie, la plupart sont en voie de règlement. Et donc cette partie du monde, c'est-à-dire ce qui est de l'autre côté de l'Union européenne, est en train de s'allier, est en train économiquement en fait, de se développer. Quand on voit les taux de croissance de la Chine, de l'Inde, alors évidemment, quand on lit les médias, uniquement les médias occidentaux, bon, la crise immobilière de Chine va la faire s'effondrer demain. Pardon, excusez-moi. L'Inde, c'est pas mieux. Enfin bon, bref, c'est une catastrophe économique. Oui, en fait, l'Inde a quand même a préféré recevoir les droits de douane augmentés plutôt que de se priver de traiter le gaz et enfin les hydrocarbures russes, parce qu'effectivement, l'Union européenne ne peut pas se passer des hydrocarbures russes. Parce qu'effectivement, on ne remplace pas un tel producteur du jour au lendemain. Alors si les États-Unis sont très contents, parce que comme vous le savez, on achète du GNL 4 fois plus cher, hein, donc tout va bien. Et ce que je voulais dire aussi, c'est que là, j'ai juste montré les voies maritimes, mais il est en train de se produire les mêmes choses sur les voies ferrées, sur les oléoducs, les gazoducs, c'est-à-dire que il y a entre la Russie et la Chine un gazoduc qui s'appelle Force de Sibérie qui livre à peu près 80 millions de tonnes de mètres cubes de gaz par an. Et ça fait plus de 10 ans qu'il était question d'en construire un deuxième qui s'appellerait Force de Sibérie 2. Et donc ils n'arrivaient pas à se mettre d'accord sur le tracé, est-ce que ça devait passer par la Mongolie ou pas par la Mongolie. Puis finalement, après l'explosion de Nord Stream, ils ont tout de suite rediscuté avec toutes les parties et il a été annoncé effectivement que le Force de Sibérie 2 va livrer la Chine, alors il faut le construire hein, bien sûr, mais que ces gisements en fait, qui étaient prévus pour alimenter l'Union européenne vont être réorientés vers la Chine. Ça veut dire que nous allons perdre définitivement ces sources d'approvisionnement. Parce qu'effectivement, ce ne sont pas des programmes qu'on peut mener comme ça, qu'on peut changer tous les 15 jours. Ce sont des programmes sur 10 ans, 20 ans, voire plus. Et donc, à partir du moment où Force de Sibérie 2 sera terminée, une bonne partie du gaz russe ne nous sera plus accessible directement. Pour acheter du GNL, mais ça coûte beaucoup plus cher. Encore faut-il avoir d'ailleurs les infrastructures pour le traiter. Alors,
comme il ne me reste pas beaucoup de temps, ce que je voulais dire, c'est que maintenant, comment retrouver notre souveraineté? Alors déjà, qu'est-ce que signifie retrouver notre souveraineté? Ben, c'est facile. Quitter l'OTAN. Pas très compliqué, l'article 13, il faut écrire une lettre, il y a un préavis d'1 an. D'ailleurs, la lettre, on l'envoie aux États-Unis qui en informent les autres États. Donc, préavis d'1 an, pas très compliqué. Quitter l'Union européenne, ah oui, ça paraît logique. Alors, il sera là tout à l'heure. Donc, je viens de Francis Lalanne, dont je viens de publier son dernier livre, entre autres. Il est sorti cette semaine. C'est un livre qui était paru déjà en 2009, écrit en vers, pour l'essentiel. Et en 2009, il avait déjà constaté que une partie des sénateurs ayant voté le traité de Lisbonne, donc la trahison de Nicolas Sarkozy, d'ailleurs nous sommes en 2025, donc juste 20 ans plus tard, donc une partie des sénateurs ayant ratifié le traité de Lisbonne n'avait pas un mandat régulier pour le faire. Donc, il sera là tout à l'heure, il vous en parlera, mais ça pose une vraie question. Et d'ailleurs, c'était la réflexion, c'est que, et il l'a dit dans l'émission qu'il a faite chez Carlo Brusa cette semaine, la France, le Brexit, le Brexit, oui, c'est bon pour les Anglais, mais la France, en fait, a une autre mission. Et c'est pas comme il a dit, j'emploie ces mots, de se barrer de l'Union européenne, c'est de faire en sorte d'en libérer l'ensemble des peuples européens, de libérer l'Union européenne, donc les pays européens, de cette commission de Bruxelles, de ce fonctionnement dont on n'a pas le temps de parler, mais dont je me doute que vous ne pensez pas forcément les meilleures choses. Donc il aura l'occasion d'en parler tout à l'heure. Évidemment, se retirer de l'OMS. Alors, j'ai coécrit un livre qui s'appelle OMS, menace pour l'humanité. Quand on découvre le mode de fonctionnement de l'OMS, c'est juste, il n'y a pas de mots. Oui, ils sont entre les mains de Big Pharma, mais ça, finalement, c'est faible. Alors, et là, donc, effectivement, je vais mordre un petit peu sur la conférence du général Henri Roure. Les difficultés qui nous attendent, si effectivement nous voulions devenir souverains, seraient les représailles. Évidemment, on ne quitte pas l'OTAN et on ne met pas à bas l'Union européenne impunément. Or, le principal outil dont il dispose, c'est en fait, c'est la finance anglo-saxonne. C'est-à-dire que, alors si, je vais quand même le laisser allumer, parce que ça me permet de suivre l'heure. La finance anglo-saxonne, en fait, si demain nous décidions de quitter l'OTAN et que nous contribuions à mettre fin au traité de Lisbonne et à ce fonctionnement de l'Union européenne, évidemment, nous devrions payer un prix majeur. Et donc, il faut s'attendre à ce que les agences comme Fitch, etc., les agences de notation de la dette, nous dégradent à mort. Et je pense même que la conséquence serait que nous ne pourrions plus rembourser la dette. Alors, moi, ça ne me dérange pas parce que nous pourrions démontrer qu'une grande partie n'est pas légitime. J'ai travaillé sur les questions de dette légitime et de dette illégitime, mais on n'a pas le temps d'en parler là. En revanche, ce sur quoi je voulais terminer, c'est donc comme représailles, forcément la finance américaine, anglo-saxonne, parce qu'il n'y a pas que les Américains, serait contre nous. Donc ça veut dire que nous ne pourrions plus emprunter, donc ça voudrait dire que nous ne pourrions plus rembourser les emprunts. Alors certes, certains politiques français ont déjà la solution, on va taper dans les économies des Français, hein, puisqu'on a 7 à 8 000 milliards d'économies, donc on va taper là-dedans. Et
Moi, ce par quoi je voudrais terminer, c'est que, de mon point de vue, la plus grande menace en Europe n'est pas la Russie, ce sont les États-Unis. Et nous le verrions, pardon, notamment si nous voulions rétablir notre souveraineté. Et je pense que les hautes instances militaires françaises, donc là, ce que je veux dire peut sembler choquant, c'est qu'au lieu de se préparer à une non-guerre contre la Russie, parce que ce n'est pas en 3-4 ans que la France sera prête à faire face à la Russie, à son système de missiles, entre autres, je pense qu'on pourrait également se poser la question, si jamais nous ne pouvions plus rembourser notre dette, donc comme les principaux prêteurs sont étrangers, principalement anglo-saxons, quelles seraient les conséquences sur le système bancaire et financier anglo-saxon, qui est d'ailleurs un peu malmené par les BRICS, qui actuellement sont en train de procéder à une dédollarisation rapide. D'ailleurs, je vous montre Vous voyez par exemple, ça c'est en train d'arriver. Une application, alors elle n'est pas sur Android, mais qui permet dans n'importe quel pays des BRICS de payer avec son téléphone, quelle que soit la devise de son pays. Donc c'est en cours d'arrivage. Et donc, pour terminer, ce que je voulais dire, c'est que, en fait, si nous menacions le système anglo-saxon, le système financier anglo-saxon, quelles seraient les conséquences? Eh bien, moi, je pense que les hautes instances militaires françaises devraient plutôt réfléchir. Est-ce que nous ne devrions pas plutôt devoir nous défendre, au lieu des Iraniens, contre l'armée allemande, l'armée anglaise, voire l'armée italienne qui est également colonisée par l'OTAN, hein. On connaît le nombre de bases américaines qui sont présentes en Italie. Est-ce que notre menace la plus importante, et pour moi, je posais la question, je sais déjà y répondre, est-ce que ce ne sont pas les États-Unis et donc leurs vassaux, on ne va pas dire leurs colonies, et donc est-ce qu'on ne devrait pas plutôt aussi se préparer à, pourquoi pas, un affrontement militaire contre les Allemands, contre les Anglais et d'autres, d'autant plus qu'on sait que les banquiers sont les principaux fomenteurs de guerre. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Nous avons Nous avons 8 minutes pour les questions. Il nous reste 8 minutes pour les questions. Sinon, c'est pas de repas. Alors, première observation, par rapport à la souveraineté énergétique. La France a d'immenses ressources pétrolières et gazières, notamment dans le département de la Marne, où il y a entre 60 et 200 milliards de barils de pétrole. On a du pétrole autour des îles anglo-normandes. On a du pétrole dans le golfe de Gascogne. On a du gaz naturel au large de Marseille. Pour donner une information, les réserves, la consommation pétrolière de la France, c'est 1,7 million de barils par jour, soit 620 millions de barils par an. On a rien qu'en Seine-et-Marne l'équivalent de 100 ans de consommation de produits pétroliers en France. Deuxième élément, par rapport à la marine marchande, il y a deux entreprises qui sont liées à la France, MSC et CGM-CGA, qui sont de très très importants transporteurs de containers, de produits pétroliers, etc. Et il faut savoir que nous avons la technologie de la propulsion nucléaire. Donc rien qu'avec ces atouts-là, la France a les moyens, déjà rien que par rapport au commerce international, de faire avancer d'avoir une autonomie énergétique et de réduire toutes nos dépenses en hydrocarbures. Un autre élément, c'est par rapport à ce qui s'est passé en Argentine quand il y a eu la crise en 2001. L'Argentine a fait défaut et on menaçait de mort M. Alagna qui était en place sur le moment, et les banquiers anglo-saxons ont mis 3 jours à lui prêter à nouveau. Donc,
En faisant une audit de la dette, comme vous disiez tout à l'heure, il y a toute une série d'éléments qui sont où ils peuvent nous faire pression, mais en réalité, cette finance anglo-saxonne, c'est un petit peu des tigres de papier, je crois. Alors, je vais répondre rapidement, oui. En fait, si nous voulions vraiment être souverains, il n'y a aucun problème. D'autant plus que le reste du monde n'a aucune raison de nous en vouloir. Alors évidemment, il y a le passé colonial, donc ça, à un moment ou à un autre, il faudra voir comment on peut il faudra le régler une bonne fois pour toutes. Et c'est pas effectivement la façon dont nous gérons la relation avec Alger enfin moi je ne trouve pas que ça aille dans le bon sens, mais bon, c'est autre. Je n'ai pas tous les éléments du dossier. Donc oui, il est clair que la finance anglo-saxonne a besoin, et d'ailleurs c'est ce que disait finalement Nicolas Taki ce matin, c'est que ils ont besoin de butin. Et il y en a de moins en moins. Donc la Russie est un butin extraordinaire, l'un des derniers. Donc celui-là, ils ont compris qu'ils ne mettront pas la main dessus. Maintenant, on peut se demander pourquoi. Enfin, il y a ce qui se passe au Venezuela, c'est pareil. Le Venezuela, première ou deuxième ressource prouvée de pétrolière. Et d'autres choses. Hein. Il y a le Venezuela extrêmement riche en... ah oui, je le remets parce que comme ça me permet de voir l'heure. Hop. Et riche en tout, donc oui, la finance, enfin Wall Street et la City veulent mettre la main sur des pays où il y a des ressources colossales qui permettraient de les sauver, parce qu'en fait, ils sont réellement au bord d'une crise, oui. Et encore, je le redis, hein, il suffirait d'un blocage de quelques jours du détroit d'Ormuz par les Iraniens pour que ça ait des conséquences, encore une fois, sur les produits dérivés. Et là, il n'y a rien qui pourrait les sauver, parce que les montants sont tellement élevés. Oui, alors merci. Merci pour la contribution. Et également sur la souveraineté énergétique, oui, là-dessus, la France devrait être un pays souverain. Hydrogène dans l'Allier. Oui, bien sûr. Mais d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu, Xi Jinping a demandé à ce que donc aujourd'hui, la Chine a globalement pris le marché des voitures électriques. D'ailleurs, avec une Commission européenne aussi exceptionnelle, c'est normal. Enfin, je ne sais pas si vous avez vu. Hein. Des entreprises comme, par exemple, les Allemands, comme Volkswagen, sont obligés d'acheter des quotas à des entreprises chinoises pour pouvoir respecter les normes européennes. Bon, comprenne qui pourra. Et donc, Xi Jinping, récemment, a demandé à ce que la recherche en matière de transport, donc notamment de véhicules, passe de l'électrique à l'hydrogène. Donc, il a donné globalement 10 ans aux constructeurs chinois pour arriver à l'hydrogène. Et évidemment, c'est logique que l'hydrogène soit le moteur principal. Ben, aujourd'hui, oui. Oui, mais aujourd'hui, c'est normal. Je veux dire, ça, c'est le principe de la recherche. Quand la Chine décide que il va falloir conclure, hein, je suis désolé. J'ai encore une question. Une question, la dernière. Oui. Oh. Ben, alors, Jean-Baptiste, peut-être ce que nous pourrons faire, c'est que si Francis arrive un peu en retard, éventuellement, on reprenne s'il y a du temps entre la pause ou pas. Ouais. S'il y a du temps. Bon. Je voulais juste donner une indication concernant la dette des pays riches. Les pays riches sont les plus endettés au monde. Oui. Est-ce que vous avez pris conscience quand même que le mécanisme des monnaies imposées par les Anglo-Américains, par la Cité de Londres à l'origine, est une escroquerie? Oui. Ah, d'accord. Oui, c'est une... Mais merci de le préciser, donc, oui. Une escroquerie, ça ne se rembourse pas. On démontre que c'est une escroquerie. On fait signer aux Français, aux banquiers français enclos qui reconnaissent, et s'ils ne sont pas contents, c'est la prison. Merci pour la précision, voilà. Mais vous avez entendu que j'ai parlé de la dette légitime et que j'ai travaillé suffisamment longtemps là-dessus pour considérer qu'elle n'est pas légitime. Donc c'est une autre façon, c'est un synonyme d'escroquerie, mais disons plus délicat. Voilà. Ben, on va arrêter ici, parce que ça va être l'heure du repas. Donc la distribution des plateaux aux cuisines, c'est de 12h30 à 13h15. Voilà, donc vous avez 3 quarts d'heure. Voilà. On remercie Patrick Pazin. Ben, merci.